merci beaucoup d'être resté pour cette présentation. Alors avant que je commence, je vais présenter mes camarades. Donc moi, je vais commencer par moi-même déjà. Donc moi, c'est Pierre-Adrien Stodler. Je suis responsable de toute la partie cloud pour l'ISIT. Et je suis accompagné aujourd'hui de Julien Romieux, qui est responsable de l'adoption business dans mes équipes, de Mehdi Zarwal, qui s'occupe de toute la partie produit, et de Jean-Michel de Certeau, qui est responsable du Thales Cloud Journée, et il vous fera un pitch un peu plus pour expliquer un peu plus ce que c'est. Donc on est ici pour vous raconter ce qu'on a fait depuis plus d'1 an sur la plateforme Sens. Donc on a créé notre Thales plateforme sur Sens. Mais avant de parler de ça, je voudrais vous expliquer un peu tout ce qu'on a fait depuis de longues années, je dirais entre 2 et 5 ans. On n'a pas attendu Sens pour commencer à faire des environnements souverains. On a commencé par du on-premise. De toutes les façons, c'est ce qu'on disait ce matin en keynote. On a un cloud privé, mais encore avant le cloud privé, on avait des infrastructures d'hébergement classiques. Et on a évolué petit à petit vers du cloud public et du cloud tout court. On n'est pas novice dans du cloud public, puisqu'on a déjà d'autres plateformes, comme du Azure, comme de l'AWS. Mais chez Thales, on a différents niveaux de sensibilité de données, qui va du C1 à du CX. Et aujourd'hui, le C2 nous permet d'héberger nos données sur du cloud public, avec évidemment des cadres de sécurité. Mais dès qu'on veut adresser de la donnée C3, qu'on dit sensible chez nous, on est obligé de le faire soit dans du on-prem, et depuis quelques mois maintenant, on peut le faire sur Sens, parce que nous avons un cloud de confiance. Juste pour mettre quelques bases, ce qui est important chez nous, en tout cas, c'est la définition qu'on en a faite du cloud, mais je pense que c'est celle qu'on doit tous avoir, c'est que pour nous, le cloud, ça représente 3 choses principales. La première, c'est qu'on fournit du self-service à nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir être autonomes dans la consommation des services. Évidemment, s'ils n'ont pas les compétences, on les accompagne, mais nativement, on a construit un portail, et pareil, ça sera expliqué durant la présentation. On veut que les utilisateurs puissent consommer de la façon la plus simple possible nos services, sans se préoccuper de la complexité de nos systèmes d'information. Il y a évidemment la performance et la scalabilité. C'est plus compliqué quand c'est du on-prem, alors que quand c'est du cloud public, eh ben, on consomme automatiquement ce qu'il y a chez l'hyperscaler, et c'est ce que Sens va nous apporter en tant que cloud provider. Pour faire toute cette évolution-là, on a notre DSI, donc on fait partie de la DSI tous ensemble. On a décidé, alors je dis on, hein, je mets ma casquette comme si j'étais le DSI du groupe Thales, mais le DSI du groupe Thales, donc Christophe Huer, a décidé de créer une nouvelle structure, donc un centre de compétences d'excellence cloud, pour accélérer la transformation de notre IT. Et l'accélération et l'innovation et la transformation, elle n'est pas que technologique, elle est aussi humaine, et elle est en réalité surtout humaine, puisque ce n'est pas le tout de mettre des technos en place, il faut former nos utilisateurs, donc nos projets, nos entités, tout le monde, et surtout sur des nouvelles compétences. On a de la compétence GCP, hein, puisque Sens est basé sur du GCP, il faut qu'on accompagne nos utilisateurs là-dessus. Et puis le self-service, c'est nouveau. Auparavant, pour consommer un projet, qu'est-ce qui se passait? On faisait une demande à une équipe qui, derrière, installait pour nous, et on avait sans comprendre vraiment. Donc on faisait du papier, et le papier, on l'envoyait à une équipe qui devait construire ensuite nos infrastructures. Avec le self-service, tout ça a changé. La responsabilité va vers l'utilisateur. Et ça, c'est ça qui est hyper important. Je vais rester là sur l'introduction, je vais vous laisser la parole. Et moi, je voudrais commencer par toi, Mehdi, donc au niveau de produit, mais tu es là depuis le début, hein, globalement. Et concrètement, comment l'aventure Prémiance, alors nous on ne l'a pas appelé Prémiance au début, parce que Prémiance c'est un nom qui est assez récent, mais on l'appelait Cloud de confiance, Secnum Cloud, on lui a donné plein de noms. Comment l'aventure Prémiance, elle a démarré côté IT? Oui. Bonsoir à tous. Donc pour l'aventure Prémiance, comment ça a commencé concrètement? Chez l'ISIT, on n'est pas tout récent au niveau du cloud, on a de l'expérience sur de l'AWS, sur de l'Azure, un petit peu moins sur GCP, et comme vous le savez, Prémiance Sens est basé sur du GCP, donc il y a un changement de paradigme technologique avec les spécificités qui sont propres à la technologie GCP. Donc on a dû s'habituer à ça. Pour ce faire, on a commencé par l'offre qui s'appelle aujourd'hui Cryptance, qui s'appelait Contrôles locaux à la base, donc ce qui nous a permis de prendre la main
et d'avoir plus de connaissances sur ce produit-là. Une fois qu'on a fait ça, en janvier 2025, donc quand on commence l'histoire et l'aventure Premiance, on a fait comme n'importe quel client. Ça, c'est une chose importante à comprendre, c'est que nous, au sein de Thales, on est un client parmi tant d'autres. J'aime bien dire qu'on est un client cousin parce que ça reste une boîte qui est très proche de la nôtre, c'est la famille. Donc ça nous permet, on ne va pas se mentir, d'avoir certains privilèges et facilités dans les accès, dans les discussions, etc. Mais on le détaillera après, qui bénéficie à la fois à Thales et tous les autres clients de Thales. Donc on a commencé avec le programme Early Adopter, donc en janvier. On a eu les accès techniques aux environnements Sens. Et on a pris un choix simple, c'est de commencer à développer ce qu'on appelle les landing zones, donc un cadre sécurisé qui permet à nos utilisateurs de consommer. Pour ça, on avait des principes. On a essayé de suivre des principes qu'on essaye de suivre encore aujourd'hui. C'est, comme le disait Pierre-Adrien, un principe de self-service, donc très très important. C'est que tout ce qu'on met à disposition pour un utilisateur, ça soit en self-service. Ça, chez Thales, c'est une grande nouveauté parce qu'avant, on est dans un monde où pour n'importe quelle demande, il faut faire une demande à travers un outil qui s'appelle KISS, qui est basé sur du ServiceNow, avec une validation managériale, ensuite quelqu'un qui fait une demande manuelle, une validation, et ça peut prendre des jours, voire des semaines. Nous, notre objectif, c'était en self-service, de l'automatisation. Donc, qui dit automatisation, tout ce qu'on a bâti se fait à travers de l'infra as code. Donc, tout ce qu'on a bâti est automatisable via des API, via de l'infra as code, avec du Terraform en socle principal. Et un point qui est très important, c'est tout ce qu'on essaye de bâtir est basé sur, on cherche une user experience, donc l'UX, l'expérience utilisateur, la plus aboutie et la plus fluide possible. Pour ça, vous le verrez à la fin, on vous a préparé une petite vidéo avec une démo de concrètement tout ce qu'est la TP Sens, donc la Thales Platform on Sens, qui montrera le point d'entrée principal. On a bâti en interne ce qu'on appelle le Cloud Portal. C'est un site web qui permet à l'utilisateur d'avoir une interface graphique pour consommer son cloud. Consommer, c'est souscrire au cloud, souscrire à son landing zone, souscrire au service qu'on bâtit on top directement dans Sens, dans la TP Sens. Voilà. Ouais, si je précise par rapport à ce que tu dis, c'est important, c'est qu'on a le socle, le CSP c'est Sens, et par-dessus, nous on a rajouté notre plateforme Sens, donc notre TP Sens, qui n'est ni plus ni moins qu'un cadre sécurisé spécifique par rapport aux besoins qu'on va avoir. Donc on va en parler aussi, on a plusieurs types de landing zone, je pense que tu vas en parler après, on a plusieurs types de landing zone, et suivant la landing zone qu'on fournit, on a un cadre sécuritaire qui est différent pour les différents besoins qu'on va avoir. Merci Mehdi. Julien, toi, au niveau adoption business, donc on a, une fois qu'on a fait cette EAP, on a du coup onboardé des premiers projets. Tu peux nous en parler, lesquels sont-ils, etc. Bah oui, dans le cadre du programme EAP, on a déjà commencé à construire du coup la landing zone et à proposer en interne de Thales des premiers services basés sur Sens. Notre premier cas d'usage, c'était ce qu'on a appelé la landing zone Sandbox, une sorte de bac à sable dans lequel nos utilisateurs peuvent commencer à se familiariser au cloud. Et ça nous a permis, de notre côté, de commencer à roder toute notre process d'automatisation, que ce soit avec le portail ou que ce soit à travers nos chaînes de CI/CD pour construire et déployer automatiquement ces infrastructures. Il faut voir qu'il y avait une grosse attente de nos utilisateurs internes par rapport à Sens, parce que d'abord, Sens, on l'a déjà dit, c'est une boîte Thales, donc ça fait parler à la machine à café. Et puis aussi parce qu'on commençait déjà à parler du fait que Sens, pour nous, devenait la plateforme cible pour notre stratégie d'hébergement interne. Merci. Et donc, une fois qu'on s'est dit ça, en fait, en janvier, c'est ce que l'a rappelé Mehdi, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je regarde, on a commencé en retard, mais je vais quand même vérifier quand même le temps. On a commencé le programme Early Adopter, donc Sens débutait, donc on a débuté en même temps qu'eux,
Et donc tout n'était pas prêt. Et donc par rapport à ça, Mehdi, je sais qu'on a rencontré assez rapidement des difficultés, parce qu'il y a plein de choses qui n'étaient pas prêtes. Et là-dessus, ça serait bien que tu partages un petit peu. Ouais. Donc comme je disais, on a pris la stratégie d'avoir une approche modulaire en commençant par une landing zone qu'on a appelée la sandbox. Elle avait deux avantages. Le premier avantage, c'est d'être un socle. C'est la plus simple techniquement à construire. Et le deuxième avantage, c'est d'avoir quelque chose de très rapidement très prêt pour être testé par nos utilisateurs et d'avoir des retours. Sur les premiers retours qu'on a eus, on s'en doutait, mais il y avait deux gros pain points. Le premier, c'était un IaaS qui était limité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans l'offre Sens, on n'a pas la possibilité dans le catalogue des OS qui est fourni est un peu plus limité que celui dans GCP. Les deux gros besoins qu'on avait en termes d'utilisateurs, c'est d'avoir du Windows Server et du Red Hat. Donc là, ça n'est pas dispo, donc on a travaillé avec Sens, notre TAM, qui est présent, et les équipes de Google. L'idée, c'était de voir comment on fait pour pouvoir importer des images Windows et des images Red Hat, bien que les services Cloud Build, pour le citer, ne sont pas disponibles dans Sens encore. Donc on a trouvé une façon, un workaround qui nous a bénéficié à nous et à tous les autres clients de Sens. Un autre que je peux citer, en mai-juin, on a commencé à vouloir bâtir l'offre GKE, donc toute la partie Kubernetes derrière, et ce qu'on a remarqué, c'était non fonctionnel. Il y avait des bugs. On a travaillé en collaboration très étroite. Je pense que le support de Sens a souffert un peu avec nous sur cette partie-là, et le support de Google aussi, pour rendre fonctionnelle la partie GKE. Donc aujourd'hui, on a possibilité d'importer du Red Hat, du Windows et d'autres types d'OS, et surtout un GKE autopilote fonctionnel. Je peux citer aussi d'autres workarounds, sans les citer tous, mais comme vous le savez, Secret Manager n'est pas dispo. Donc ce qu'on a fait, c'est d'utiliser le produit le plus utilisé dans le marché, donc d'HashiCorp Vault. On a fait face, et on fait toujours face à certaines limitations techniques. Donc là, pareil, on travaille avec les différents éditeurs, avec HashiCorp, avec Google et avec Sens pour le rendre 100% compatible et fonctionnel. À la fin, on vous expliquera peut-être un peu en détail ce qu'il y a. Un petit mot peut-être sur l'orga Vas-y, mais rapide parce que j'ai encore des questions. Ok, un petit mot sur l'orga. La question qui peut se poser, c'est comment on a fait pour travailler. Donc, ce qu'expliquait Pierre-Adrien, c'est qu'on a mis en place, une organisation qui s'appelle le CCOE, Center Cloud of Excellence, et au sein de cette partie-là, on a bâti, on est nous Cloud Foundation, donc toute la partie cloud, et ce qu'on a bâti, c'est mon rôle, ça a été vraiment d'être cette interface entre Google, Sens et les différents éditeurs pour trouver des workarounds, prioriser les roadmaps qui bénéficient à la fois à Thales et aux autres clients de Sens. Merci. Et donc, durant l'année dernière, on était dans une phase EAP, on a basculé dans une phase de production, et donc il a fallu faire ce switching de clés, parce que les clés elles étaient tout un temps hébergées chez Google, et puis il a fallu bien qu'on les héberge un jour chez Sens. Quand je dis on, c'est vous avez dû les héberger chez Sens. Et donc ça a eu comme conséquence, il y a eu des conséquences. En quelques mots, rapides. Oui, en quelques mots, on parle de la rotation des clés. Donc ça, c'était un épisode très, très structurant pour Sens et pour les différents clients qui étaient dans le programme Early Adopter. Concrètement, ce que ça veut dire la rotation des clés, ça veut dire des nouvelles organisations. Donc tout ce qu'on avait avant, tous les tenantes partent à la poubelle et on en a des nouveaux, il faut reconstruire. Donc nous, ça nous a permis d'être convaincus que notre stratégie était la bonne. Donc tout ce qui est infra as code, c'était la bonne stratégie, ce qui nous a permis de rebuilder toute notre infra, toutes nos landing zones, interconnexion, cloud VPN, etc. comprises, en moins de 2 semaines. Sachant qu'on était en juillet, on n'avait pas une pression folle et on a permis de tout rebâtir en moins de 2 semaines. Ça, c'est un exercice qui a été très intéressant parce que souvent, les plans de reprise d'activité, c'est quelque chose qu'on ne fait pas ou qu'on fait
à moitié. Et là, par la force des choses, on était obligé de le faire. Et là, on est convaincu qu'aujourd'hui, si demain il y a besoin de refaire, on est capable de le faire en quelques jours. Merci Mehdi. Et donc au mois de juillet, suite à cette rotation des clés, on commençait à bâtir les premières offres connectées au système d'information. Et à ce titre, Julien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces premières landing zones connectées au SI ? Ouais, là, on commence à rentrer dans le dur parce qu'on pose les premières briques qui nous permettent de faire de la production dans ces environnements. Faut voir que notre plus gros usage du cloud de Sens, faut voir ça comme une extension du réseau local. C'est-à-dire qu'on va aller héberger des workloads où on est certain de toute la chaîne de sécurité entre le poste de l'utilisateur et le workload qui est hébergé dans Sens. Donc le poste, une connexion privée et la zone dans Sens, on ne passe pas par Internet. Donc ça demande aussi d'intégrer cette landing zone et les workloads qui y sont déployés avec le DNS interne, l'Active Directory, les certificats, tout un tas de tuyauteries de la SIT interne. Et Dieu sait qu'elles sont compliquées chez Thales. Dieu sait qu'elles sont compliquées chez Thales. Et là-dessus, on fait face à deux complexités qui sont la première complexité technique, mais qu'on arrive à relever avec l'approche modulaire dont a parlé Mehdi tout à l'heure. Le fait de prendre chaque landing zone finalement comme une brique unique sur laquelle on va rajouter des options. Et puis il y a l'aspect adoption des utilisateurs où on a commencé à onboarder des vrais utilisateurs, enfin des vrais utilisateurs, c'est toujours des vrais utilisateurs, mais des utilisateurs qui avaient pour objectif à terme de passer en prod rapidement et qu'on a accompagné dans cette phase pour ces utilisateurs qui sont passés en prod fin 2025. On va parler un peu des projets plus tard, mais du coup, dès lors qu'on a construit cette landing zone de production, il y a eu beaucoup plus bien qu'on ne soit pas encore en GA, qu'on n'ait encore rien fourni officiellement, des clients ont commencé à vouloir venir. Et par rapport à ça, nos landing zones, elles sont bien belles, mais en fait, on n'avait pas de monitoring. Parce que Cloud Monitoring n'existait pas. Donc comment on a agi par rapport à ça ? Oui, pour être précis, Cloud Monitoring a été livré, mais il n'y avait pas toute l'interface graphique donc qui permet d'avoir les dashboards dans Sens. L'approche qu'on a prise, c'est on a contacté notre TAM, Sens, on a contacté nos contacts chez Google et on a fait un workshop technique pour dire qu'est-ce qu'on fait. L'approche qui a été dit, c'est ils nous ont expliqué pourquoi il n'y a pas Cloud Monitoring, c'est qu'il y a des dépendances techniques avec d'autres briques qui nécessitent un redéveloppement du produit et que ça n'arriverait pas avant 2027. Donc pour nous, c'était inentendable, inacceptable de ne pas avoir de stack de monitoring. Donc on a tous statué ensemble sur une solution technique à base de Grafana qui permet de consommer les API et Cloud Monitoring qui, elles, sont existantes pour avoir et redévelopper les dashboards. Donc concrètement, on a validé un design avec Sens et Google et nous, on a implémenté toute cette stack de Grafana qui permet d'avoir vraiment une stack de monitoring et des dashboards prêts à l'emploi pour nos utilisateurs. Et donc là, on a pu partir en production, je fais un peu de teasing avec cette brique-là, mais elle est toujours en évolution aujourd'hui puisqu'elle continue et on n'est pas encore complètement stable par rapport à cette brique. Une fois qu'on a fait tout ça, on est en prod, et donc on va commencer à parler adoption, parce que c'est bien gentil de faire une plateforme, mais maintenant il faut qu'on mette des utilisateurs dessus et qu'on monte en puissance. Et donc par rapport à ça, Julien, comment on a géré l'adoption ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? J'ai même envie de dire que c'est une phase d'accélération, c'est un mot que j'ai entendu, qui a été répété plusieurs fois aujourd'hui. Effectivement, on avait besoin du coup de favoriser l'adoption de la plateforme et pour ça on a essayé d'avoir une approche pareil, plus moderne, pareil, c'est dans la même lignée que le self-service. On avait besoin d'accompagner nos utilisateurs dans cette adoption du cloud et dans cette adoption technique. Maintenant que la plateforme était on va dire stable, on est capable de produire du contenu basé sur l'existant et dans ce contenu, on a retrouvé de la documentation technique, que ce soit au format web ou que ce soit au format vidéo. Et on a aussi généré toute une série de webinaires internes dans lesquels on a présenté
l'ensemble des différents services de la plateforme, alors que ce soit des services portés par la SIT ou que ce soit les services de sens ou un mélange des deux quand on fait un peu le mélange des genres. Et puis dans l'accompagnement, on a aussi une équipe au sein de Cloud Foundation qui s'appelle Customer Success, et en gros c'est des professional services pour accompagner les projets qui n'ont pas forcément les compétences au sein de leurs équipes pour déployer des workloads dans le cloud ou appréhender ces nouvelles technologies. Et du coup, on a pu les accompagner pour aller jusqu'à la production, et maintenant, ça fonctionne. Et si on prend un exemple très concret de ce qui s'est passé l'année dernière, hein, c'est le T-SOC, hein, avec les nouvelles générations de SOC qu'on a mis en place chez Thales, que le groupe consomme et qui a vocation à être utilisé par d'autres clients, basé sur Sequoia, si je ne dis pas de bêtises. Et ben, ils sont arrivés très très tôt dans notre timeline, je crois juillet, hein, même peut-être même avant. Et ils ont été même en production avant même qu'on délivre, qu'on mette notre go à nous. Et ils ont utilisé effectivement ce que tu dis, les professional services. Et aujourd'hui, on accompagne les entités à travers les différents webinaires. Alors l'adoption, tu en as parlé, mais en fait, ce n'est pas la seule adoption, la seule accélération, j'ai envie de dire, hein, puisque Jean-Michel, toi, dans le cadre du Thales Cloud Journée, tu es un acteur majeur de la consommation. Mais avant qu'on me parle de tout ça, est-ce que tu peux nous parler un peu du Thales Cloud Journée? Qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr. Le programme Thales Cloud Journée, c'est le programme de Move to Cloud de Thales, donc de migrer le maximum d'assets vers le cloud. C'est un programme qui a commencé en 2023 avec deux gros enjeux. Le premier, c'est surtout de faire de la modernisation vers le cloud. Et ça, c'est un des principes clés du programme. C'est de bouger les applications en les automatisant au maximum le delivery de tout le socle infrastructure et de faire le minimum de lift and shift. On fait quasiment zéro de lift and shift dans ce programme-là. Et bien évidemment, tout ça, c'est fait pour adopter le cloud paradigme pour les applications. Et ça, on a déjà fait 70 applications. Le deuxième principe du projet, c'est, parce que ça a commencé en 2023 et finalement, Sens est disponible qu'en 2025, c'était de préconfigurer l'adoption de Sens au sein de l'organisation. Et ça, c'était avec 3 leviers. Le premier, c'était d'abord de monter en maturité sur tout ce qui est le processus de Move to Cloud. C'est quoi le processus au début de discovery de l'ensemble du parc applicatif, comment on assesse, comment on design, comment est-ce qu'on modernise et comment après on transfère sur les équipes de TMA et de TMI. Et donc ça, c'était le premier enjeu, de monter en compétence là-dessus. Le deuxième enjeu, c'était de développer tous les assets qu'il y a autour du cloud paradigme. Donc en complément de tout le SOC des Cloud Foundation, il y avait tous les outils de FinOps qui ont été développés. Il y a des outils aussi de sécurité. Il y a des outils de gestion de vulnérabilité qui a été développé et on met ça by design quand on modernise les applications. Voilà, il y a tout cet environnement qui a été développé. Et puis le dernier point qui est assez souvent structurant dans les projets de Move to Cloud, c'est de créer l'organisation et la gouvernance qui permet de créer ce Move to Cloud et créer le momentum finalement avec les équipes métiers et les mettre dans une dynamique de Move to Cloud. Et donc, comme tu l'as dit, hein, 2023-2025, c'est ça que tu disais. Exactement, oui. Sens n'existait pas. Enfin, 2021, ça existait. Donc, on a commencé à faire nos gammes. Tu as commencé à faire tes gammes sur contrôle locaux, donc sur la partie cryptance. Mais encore avant, c'était sur notre cloud privé. Exactement. Et donc, concrètement, comment ça s'est passé l'adoption Sens pour toi dans le cadre du programme ? Sur l'adoption, de gérer cette continuité en fait dans le projet de Move to Cloud, parce que c'était bien l'objet. On sait que globalement, et ça vous en parlez, on a vu avec toutes les difficultés, l'adoption d'une plateforme cloud, quelle qu'elle soit, dans l'organisation, c'est entre 6 et 8 mois pour qu'elle arrive à sa pleine performance au sein de l'organisation. Donc nous, en fait, ce qu'on a essayé, c'est comme tu l'as mentionné avec le T-SOC, c'est de créer des cas d'usage, trouver des cas d'usage concrets, d'applications à bouger sur Sens le plus tôt possible. Donc on a commencé aussi, je pense au début de l'été, à migrer des premières applications sur la version contrôle locaux. Déjà pour faire monter l'organisation, les compétences en maturité, adapter nos outils, tous les outils de CI/CD, de développement de plateforme, etc., à les adapter à l'environnement Sens, mais aussi donner des cas concrets pour éprouver la plateforme
Sur certains sujets, pareil, on a ouvert des tickets, on a discuté avec Sens et Google, justement parce qu'on éprouvait les services le plus tôt possible. Donc ça, c'était le premier axe dans l'adoption. Le deuxième axe, qui est lié de façon indirecte à l'adoption de Sens, mais qui a été un vrai accélérateur, je pense, et qui est un accélérateur dans les transformations cloud de manière générale, c'est que sur toute la partie du programme, on était sur une factory qui était externe, avec un partenaire externe qui nous aidait sur le Move to Cloud. Et il a été décidé au cours de l'année 2025, au cours du premier trimestre, d'internaliser cette compétence. Parce qu'on avait considéré qu'on était suffisamment monté en maturité sur la maîtrise du processus de bout en bout, qu'on avait bien détaillé et bien outillé. Et en fait, ça a été un accélérateur, déjà parce qu'on savait produire à 30 ou 40% moins cher que ce qu'on faisait à l'extérieur, mais ça a été un accélérateur aussi parce qu'on a fait tomber une barrière dans les interactions. Et en fait, ça, c'est un véritable accélérateur, parce que dès qu'on bouge une application sur le cloud, il y a beau avoir des beaux programmes industriels, en fait, on se rend compte que chaque application a sa spécificité, et si on n'est pas capable de travailler en boucle courte, et ça a été aussi un vecteur d'accélération avec le Cloud Center of Excellence, d'être en capacité d'avoir des interactions courtes et de faire tomber tous les problèmes que l'on a sur chacune des applications, ça a permis de sécuriser les plannings de modernisation et de transformation. Moi, ce que j'aime bien avec ce que tu dis, et je te remercie pour ça, c'est que TCJ, Thales Cloud Journée, qu'on appelle TCJ, c'est un peu notre crash test, parce que toute l'équipe, elle a quand même gentiment éprouvé notre cloud privé, notre plateforme de contrôle locaux, maintenant notre plateforme TP Sens. Et donc, c'est pour ça que c'était important que tu viennes aujourd'hui témoigner sur tout ça, parce que c'est le cas concret par excellence de tout l'impact utilisateur qu'il y a derrière. Ce que je vous propose là, si vous avez 2 minutes 30, c'est de regarder une démo pour vous montrer comment les utilisateurs consomment pour de vrai TP Sens. Alors en version accélérée bien sûr, parce que vous imaginez bien quand même qu'en 2030 on a du mal à tout expliquer. Et puis après on aura une petite séance de questions-réponses pour l'ensemble d'entre nous. Est-ce que ça marche ? Tout commence ici. Sur le portail cloud, chacun peut créer son propre projet en toute autonomie. Je choisis mon projet, puis j'ajoute une landing zone, sandbox, ingénierie, intranet ou extranet en fonction de mon besoin. Aucun ticket, aucune validation manuelle, tout se fait en self-service. Et pour chaque projet, les rôles sont clairs, administrateur ou simple viewer. La gestion des accès se fait en toute simplicité, directement depuis le portail. Tout est prêt à être déployé. Les règles de sécurité, les accès, les environnements. En quelques clics, la création démarre. Tout est automatisé. Quelques minutes plus tard, la landing zone est prête. Le portail cloud, c'est votre point d'entrée unique pour tout gérer. Une fois la landing zone disponible, je me connecte à la console Sens. L'expérience est simple, intuitive, avec une authentification via OneAccess. En quelques clics, ma VM est prête à l'emploi, avec tous les avantages du cloud. La scalabilité, la haute disponibilité, la rapidité. Au choix, un template Cloud Ready ou durci selon les standards du groupe. Windows Server, Red Hat et d'autres sont à venir. La machine virtuelle est prête. Je me connecte directement depuis le Jump Server dédié, c'est Guacamole, qui vient avec ma landing zone. Pour ma landing zone intranet, j'utilise le standard SAM. Bientôt, une expérience unifiée sera proposée pour toutes les landing zones. En quelques secondes, j'accède à ma VM, je la gère et je l'administre. Maintenant, passons à l'automatisation. En un seul déploiement, tout est orchestré grâce à la Software Factory. La machine virtuelle, les flux réseau, le load balancer et le firewall. Une approche infrastructure as code qui garantit cohérence, traçabilité et vitesse. Quelques instants plus tard, le serveur web est en ligne. Le site est accessible. Enfin, l'observabilité. Depuis le portail d'observabilité, tout est réuni. Des dashboards préconfigurés pour suivre l'état, les performances et la liberté d'en créer de nouveaux, adaptés à chaque besoin. On peut tout suivre, de la création du projet jusqu'à la supervision en temps réel. Tout le cycle de vie de mes workloads est à portée de main. Simple, centralisé, efficace. Donc, il y a quelques acronymes Thales, donc forcément comme SAM, comme je ne sais plus s'il y en avait un autre, OneAccess, c'est tous nos systèmes d'authentification. Sur la vidéo, tout marche bien du premier coup, c'est superbe et c'est utilisé. Pour autant,
et je pense on est aussi là pour vous dire la vérité, il reste encore des choses à faire, et on a encore des difficultés. Et Mehdi, je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu de qu'est-ce qui nous reste à tacler. Il y a deux gros sujets au-delà des nouveaux services qu'on attend. Je citais tout à l'heure Secret Manager, Cloud Run, Cloud Build, etc. Mais ça va arriver, c'est dans la roadmap. Donc on patiente, on fait en sorte de prioriser, et si possible, que ça arrive un peu plus tôt. Mais il y a des contraintes techniques qui font que ça ne peut pas arriver avant. Par contre, il y a deux sujets qui sont importants, je pense, pour Thales et aussi pour les autres utilisateurs, les autres clients. C'est la notion de petit gabarit. Petit gabarit sur les instances aujourd'hui disponibles, que ce soit à la fois pour les CPU, les GPU. Ce qui est disponible dans Premium, c'est le code de confiance, c'est des gabarits qui sont assez gros. Donc pour des workloads qui nécessitent très peu, malheureusement, on paye un peu plus cher que ce dont on a besoin. Ce qui est encore plus vrai pour la partie GPU. Et je sais que là, Nicolas a présenté une façon de faire et une nouvelle approche sur ça. Donc, il y a des pistes là-dessus. Et l'autre point important, c'est ce qu'on appelle le sens univers. Ça, c'est une problématique qui est commune à la plupart des ISV. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des logiciels, malheureusement, sont hard-codés pour taper du googleapi.fr. Sauf que là, on n'est pas dans googleapi.com, on est sur du sensapi.fr. Donc, il y a un besoin de redéveloppement de ces applications. C'est ce qui arrive sur Vault, c'est ce qui arrive ce qui est arrivé chez DataIQ, et il y a une liste interminable comme ça. Pourquoi ? Parce que Google a mis à dispo un SDK, et malheureusement, les éditeurs, par souci de simplicité, ne respectent pas ce SDK, qui ne prend pas en compte cette notion de sens univers. Donc là, il y a un travail qui doit être fait à grande échelle avec tous les éditeurs dont on a besoin pour que ça puisse fonctionner et communiquer avec le monde sens, ce qu'on appelle le sens univers. Donc vous l'aurez compris, on a beaucoup travaillé pendant un an avec les équipes de Google et les équipes de Sens. On a réussi à ouvrir un service sur lequel on a déjà mis des choses en production. Mais vous l'avez aussi compris, il reste encore beaucoup de travail, il y a encore pas mal de services qui sont manquants et qui vont arriver, on l'a vu ce matin, et on travaille avec des workarounds, etc. Donc nous, on a une équipe de 15 personnes qui délivre toutes ces plateformes-là. J'ai fait quand même une slide pour dire merci à Sens et Google, parce qu'en un an, même si on a beaucoup souffert, je pense on a tous souffert tous ensemble, mais à la fin, on a des plateformes qui tournent, on a des workloads, donc des applications qui tournent, et on a une target sur 2026 qui est hyper importante parce qu'on essaye de mettre beaucoup de traction pour que nos entités, nos projets aient confiance en ce qu'on délivre. On a quand même déjà pas mal de projets, entre le 17 novembre où on a ouvert, et je ne sais pas si c'est un chiffre peut-être, mais... Aujourd'hui, on a 200 projets clients, donc projet au sens GCP, la notion de projet. Donc ça commence à venir. Grâce à Thales Cloud Journée, on va commencer à migrer tout notre parc de cloud privé. On a, via nos professional services, l'accompagnement de nos entités pour venir sur les technologies Sens et donc Google. Et voilà, donc merci pour tout aux équipes Sens et Google, parce que tu l'as pas dit, mais on a la chance, parce qu'on est peut-être, je sais pas si c'est parce qu'on est cousins ou pas, mais on a eu la chance d'avoir accès à certains PM de Google qui nous ont aidés à reprioriser les roadmaps par rapport aux des services qui nous manquaient, etc. Ou alors même nous fournir des workarounds eux-mêmes, donc des fixes, le temps que la feature soit livrée, etc. Donc c'était hyper important pour nous quand même aussi de dire qu'on a vraiment travaillé à trois, main dans la main, et on a quelque chose qui fonctionne, donc c'est cool.